Et le stress monte. Non, ça va. Alors, je vais vous lire un petit texte qu'on m'a qu'on m'a donné. Normalement, c'était pas à moi de le faire, mais bon. Les personnes ne pouvant se déplacer en train, la charge m'a été dévolue. Alors, bienvenue à toutes et à tous et merci pour votre présence. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce très beau lieu avec notre super prestataire que vous découvrirez durant la soirée. Nous sommes également ravis d'accueillir Florian Collonge, consultant Tech Lead Architecte, qui va nous parler de responsabilité numérique. À la fin de sa présentation, il y aura évidemment un temps pour les questions. Cette conférence est diffusée en live sur Twitch, donc pour des raisons de qualité de son, on vous fera circuler un petit micro, celui-ci, voilà, que j'ai actuellement, lorsque vous poserez vos questions. Ce n'est pas un micro qui amplifie le son, comme vous pouvez le constater, donc c'est normal si vous n'entendez aucune différence. Je laisse la parole à Florian et je vous retrouve juste après. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être venus et d'avoir affronté ce beau froid dijonnais cette soirée. Ça faisait un moment que j'étais pas venu, ça m'avait pas spécialement manqué. Responsabilité numérique. Déjà, premièrement, pour commencer, est-ce qu'il y a des gens qui ont de bonnes connaissances sur le sujet dans la salle? À main levée? Personne? Parfait. Est-ce qu'il y a des gens qui savent un petit peu ce que c'est, au moins quelques termes de ce que ça va, de quoi on va parler ou quoi que ce soit? Personne. Le reste, personne ne connaît rien, on sait rien. Très bien. Je vais moins avoir besoin de faire attention à ce que je dis déjà. J'ai une bonne chose. Si je vous dis 6 sur 9, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Normalement, pas du tout. C'est relativement normal. Il existe aujourd'hui 9 limites planétaires qui ont été modélisées par des experts de par le monde, qui représentent une limite normalement à ne pas dépasser pour qu'on puisse continuer à vivre sur la planète dans un climat relativement habitable et serein pour nous. Aujourd'hui, il y en a 6 qui ont été dépassées, certaines très largement, et il y en a une 7e qui en passe d'être dépassée. Donc vous comprendrez qu'on est un petit peu sur la pente descendante et que ça commence à devenir un petit peu urgent. Qu'est-ce que ça veut dire un peu plus concrètement? La planète, notre planète, c'est un organisme comme vous, comme moi, comme les animaux, comme n'importe quoi. Et cet organisme, il peut tomber malade. Comment ça se représente pour la planète? De la fièvre, une gorge irritée, un nez qui coule, et parfois une constipation. Ça peut arriver. Au vu de tout ça, les experts du sujet ont décidé dans les années 2010 qu'il était peut-être temps de lancer une initiative qui permettrait de diminuer les impacts à l'échelle mondiale, et plus précisément sur la partie numérique. Alors, normalement, là vous devriez vous poser la question, pourquoi le numérique? Bon, le numérique c'est quand même un peu impalpable, c'est une notion un peu générale, merci au cloud d'ailleurs pour tout ça. En général maintenant les gens ne se rendent pas compte de ce que ça représente le numérique. Tout simplement parce qu'en 2010, le numérique c'était 2% de l'empreinte mondiale humaine. C'est pas énorme. En 2020, on est passé à 4%. Genre on a fait x2. Bon, 4% de notre empreinte, ça reste acceptable. De là à dire qu'on doit lancer quelque chose, point de vue mondial, on va peut-être pas abuser. Il y a quand même des endroits où c'est plus d'impact. Par exemple, il y a 2-3 ans, on parlait beaucoup de l'aviation civile. L'aviation civile, là, ça doit y aller quand même au niveau des impacts, vu le nombre d'avions qui nous passent au-dessus de la tête. En 2020, l'aviation civile, c'est 2% de l'empreinte mondiale. Nous, on est à 4. En 2025, on sera à 6. Ça commence à pas sentir très très bon. Donc au final, on s'est dit, on va lancer ça, la responsabilité numérique, et on va se baser sur quelque chose qui est déjà existant, qui marche plutôt bien, qui est la notion de développement durable. Et la notion de développement durable, vu qu'elle marche bien, ben on va reprendre exactement les mêmes axes, qui sont l'environnement, le social et l'économie. Donc, là, si vous comprenez bien,
le numérique a un impact sur ces 3 sphères-là. Là, si je ne vous ai pas perdu, c'est déjà pas mal. On va commencer par les impacts sociaux. Numérique, impact social, le lien n'est pas forcément très très évident. Pourtant, si on fait des appareils numériques, arrive un moment, il faut qu'on s'en débarrasse. Parce que ça ne marche plus, parce que c'est plus assez performant, ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on en fait de ces éléments? Aujourd'hui, on va les regrouper dans des grands containers, les mettre sur des bateaux, et on va les renvoyer directement là où ils ont été fabriqués. En Afrique, en Asie majoritairement, dans des grandes décharges à ciel ouvert, où on va directement tout déposer, et on va laisser les gens du pays se démerder avec ça. Parce que vous avouerez quand même, retrouver ça à l'entrée de Paris ou à l'entrée de Lyon, ça risque de faire un peu tâche, quoi. Mais qui dit effectivement se débarrasser des appareils, ça veut dire qu'on en a créé aussi. Est-ce que vous avez déjà vu les conditions de travail des gens qui vont récupérer les matières premières pour la construction de nos appareils numériques? Si ça ne vous parle pas, ou même si ça vous parle, je vous conseille un reportage de Charles Villa, qui est un journaliste indépendant, qui a, qui a fait un documentaire en gros sur les conditions de travail des personnes, alors de mémoire c'est au Congo, qui vont récupérer le cobalt pour la création des batteries de nos smartphones notamment. C'est juste effrayant. C'est-à-dire que c'est des gens, comme lui là, qui vont rentrer dans des petits boyaux qui font 70-80 cm de large, qui descendent à plusieurs mètres sous terre, sans lumière, sans système pour faire circuler l'air, et qui passent l'intégralité de leur journée à l'intérieur. Personnellement, je suis un petit peu claustro. Je vous avouerai que la perspective de passer ma journée dans un truc comme ça, même si j'adore le numérique, non, pas spécialement, quoi. Et puis bien sûr, j'en passe, hein, donc les conditions de travail, le travail des enfants, tout ça, on n'oublie pas. Un autre point, là, qui est un peu plus proche de nous, c'est la notion d'accessibilité du numérique. On a tous accès au numérique, ici, que ce soit par nos téléphones, nos ordinateurs, dans notre quotidien ou quoi que ce soit. On a aussi tous l'habitude depuis quelque temps d'avoir accès à la fibre optique. Le très haut débit, dès qu'on a besoin de quelque chose, ça arrive tout de suite. Ce qu'on oublie un petit peu, c'est que même en France, dans des zones un peu rurales, un peu excentrées des grands centres urbains ou quoi que ce soit, tout le monde ne l'a pas. Certains sont encore avec des connexions ADSL, par exemple. Et devoir utiliser des logiciels SaaS gourmands, lourds, avec ce genre de connexion, c'est un poil irritant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'assister à une visio, par exemple, sans avoir accès à la fibre optique. L'image qui saccade, d'un seul coup on n'entend plus, ou on entend, ça coupe, on est déconnecté. Si vous avez déjà vécu, je pense que ça vous parle. Et le deuxième volet de l'accessibilité, c'est tout l'aspect expérience utilisateur. Aujourd'hui, quand on utilise une application, on veut que ce soit simple, on veut que ce soit rapide. Mais il n'y a pas que ça. En France, 8% des hommes sont daltoniens. Daltonien, ça veut dire qu'au niveau des couleurs, on ne voit pas toutes les couleurs, on a des mélanges de couleurs, des choses comme ça. Quand on fait une application sapin de Noël, ça pose des gros problèmes. Un des premiers réflexes, c'est de se dire, ah, j'ai un bouton validé, je vais le mettre en vert, et puis à côté, je vais mettre un bouton rouge pour dire qu'il faut annuler. Et puis c'est tout. Ça suffira. Sauf que quelqu'un qui ne maîtrise pas la différence de ces couleurs, il va être perdu. C'est un des aspects de l'accessibilité. Un deuxième secteur d'impact, l'impact économique. Alors là, en général, c'est le moment où je ne vais pas forcément me faire trop des copains. Mais bon, restez avec moi quand même. À votre avis, en termes d'impact du numérique, quel secteur du numérique a le plus d'impact? Les appareils. Est-ce que vous avez une autre idée? Ouais.
Exactement. Sur les impacts, c'est effectivement ces 3 points-là, dans cet ordre. Mais le point post-utilisateur, ce qu'on appelle le secteur post-utilisateur, donc qui représente le matériel numérique qui nous entoure, c'est vraiment de loin le secteur qui a le plus d'impact. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Ouais, c'est dans ces eaux-là, ouais. Et après, le reste, ça se partage. Donc, au niveau du réseau, bah, c'est toutes les quantités de streaming, ce genre de choses. Et en dernier, on a le data center. En général, c'est pas très logique pour les gens. Beaucoup de gens qui placent les data centers en premier. C'est pas le cas. Ils ont énormément de normes qui leur sont associées et qui font descendre justement ce genre d'impact. Donc, ce qui va être important pour les entreprises, c'est de réussir à rationaliser ce nombre d'appareils utilisateurs. Donc, nous, en tant que développeurs, on aime bien avoir plein d'écrans, un écran pour regarder le bloc-notes, un écran pour le code, un écran pour notre... On aime bien. Mais en termes d'impact environnemental, c'est aberrant. Et pour les entreprises, ça, c'est un vrai sujet. On va voir la rationalisation des serveurs aussi. Je pense que ça nous est tous arrivé de travailler sur des projets où le projet est déployé sur X serveurs qui ne servent pas ou très peu, mais qui coûtent un bras aux entreprises. Pour ceux qui travaillent avec le cloud, le déploiement dans le cloud, ça coûte une fortune de maintenir un serveur comme ça. Et enfin, alors le dernier, il est un peu moins facile à quantifier, c'est l'impact sur la réputation de l'entreprise. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a tous l'habitude d'avoir des applications qui répondent vite, qui sont performantes et qui sont agréables à utiliser. Quand ce n'est pas le cas, la réputation de l'entreprise prend très cher. Pour vous donner une anecdote, quand j'ai lancé ma société, je suis passé par un cabinet comptable qui m'a proposé de louer leur logiciel qui permettait de gérer directement ma compta. Sur le coup, ça semblait être une très bonne idée. Donc j'ai dit OK. Sauf qu'à l'utilisation, chez nous, on a un 17 pouces. Le logiciel a une interface, une résolution qui était beaucoup trop élevée pour notre écran. Tout était minuscule. On était bombardé d'informations sur chaque écran, inutilisable. Sans parler du fait que c'était extrêmement lent à charger, des mises à jour très fréquentes qui prenaient des plombes à se faire, voire même qui pouvaient rendre le logiciel inutilisable. Ça nous est déjà arrivé. Mise à jour, résultat, impossible de lancer le logiciel. Quand même dommage. Pour 60 € par mois, je vous avoue que je l'avais un petit peu au travers de la gorge. Et enfin, les impacts environnementaux. Alors, les impacts environnementaux, là c'est pareil. En général, c'est des notions dont on ne se rend pas forcément trop compte. Mais quand on creuse des mines comme ça, pour aller chercher des matières premières, l'impact sur la biodiversité de la région, il est juste énorme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, 3 ans, peut-être quelque chose comme ça, il y avait eu une énorme polémique sur l'ouverture d'une mine d'or. Je ne me rappelle plus exactement où c'était, c'était en Guyane ou je ne sais plus trop où la société voulait donc obtenir des droits pour ouvrir une mine d'or, et il y avait énormément d'associations, de personnes qui s'étaient ouvertes et qui essayaient de faire du bruit pour dénoncer justement tous les impacts sur la pollution des sols, sur la biodiversité, tout ce qui était associé justement à cette création-là. On a ça, mais on a aussi l'impact sur l'eau. En 3 ans, c'est un peu difficile à voir, mais il y a une très grosse majorité des GAFAM, en quelques années, qui ont explosé leurs impacts sur l'eau. Vraiment explosé. Que ce soit, donc on parlait des data centers tout à l'heure, mais que ce soit aussi en termes de fabrication d'éléments ou autre. Et enfin, un dernier qui est en soi logique, mais dont les gens n'ont pas forcément conscience, c'est la durée de vie des réserves des matières premières. Aujourd'hui, pour créer
un appareil du numérique, et je parle bien un appareil numérique, donc un PC, un smartphone, un truc connecté, ou même, on va plus loin, une voiture, que ce soit un lave-vaisselle connecté, un frigo connecté, tout ça, ça va demander ces matières premières-là. L'antimoine, c'est une matière première qui est utilisée pour la création des batteries. Sur notre rythme actuel, dans 12 ans, il n'y en a plus. Et si dans les 10 prochaines années, on augmente de 10% le besoin en antimoine, bah, ça n'attendra pas 10 ans. Dans 4 ans, il n'y en a plus. Si on n'arrive plus à créer de batterie, comment on va faire? Mais il n'y a pas que ça. On peut avoir aussi le cobalt, pareil, qui est utilisé pour les batteries. Lui, c'est dans 57 ans. C'est loin, pas tant que ça. Nos enfants n'en auront plus. Il y en a un aussi un peu moins connu, c'est l'argent. Est-ce que vous savez à quoi il sert l'argent? C'est pour la conductivité, la conduction, pardon, dans les appareils électroniques, pour favoriser la conduction dans les matériels électroniques. Dans 21 ans, il n'y en a plus. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez quelques petits bijoux en argent, gardez-les bien, parce que dans 25 ans, on vous les achètera comme il faut. Donc ça, c'est pareil. Quand les experts ont décidé de lancer cette démarche de numérique responsable, ils se sont dit, les limites planétaires, ce serait bien qu'on ne les dépasse pas. Comment on fait pour ne pas les déplacer, pour pas les dépasser? Et ben, comme nous, avec notre salaire, ils se sont dit, on va créer un budget. On va calculer aujourd'hui, pour chaque être humain sur Terre, qu'est-ce qu'on a le droit de consommer sur une année pour ne pas dépasser ces limites planétaires. Et quand je parle de budget, c'est vraiment l'ensemble de notre vie. Je ne parle pas que du numérique. Donc, il y a nos déplacements, notre nourriture, nos vêtements, notre chauffage, bien sûr le numérique, et d'autres choses. Aujourd'hui, le numérique, c'est ça, son impact sur notre budget annuel. En termes d'émissions à gaz à effet de serre, 60%. 60% de notre impact sur l'émission de gaz à effet de serre, c'est nos smartphones. 44% sur les ressources abiotiques, donc sur la disparition de toutes les matières premières dans le sol. Et 33% de nos impacts sur l'eau. C'est cher pour regarder des vidéos de chat quand même. Hein. Bien d'accord. En 4K, bien évidemment. Donc ça a été filmé sur bref. Ces chiffres-là, ils ne sortent pas de nulle part. C'est pas moi qui les sors de ma poche. C'est des chiffres qui sont tirés d'une autre initiative qui est gérée par un collectif d'experts internationaux, qui s'appelle Unity.fr, qui chaque année lance un benchmark, c'est-à-dire une analyse très poussée de tous les impacts du système d'information d'une entreprise. Ça permet à des nouveaux experts du domaine d'apporter un client, de faire cette étude qui est, faut bien avouer, chronophage et qui est très pénible à faire, à un prix réduit, et aux entreprises, ça leur permet d'avoir la vraie image de tous leurs impacts associés à leur système d'information. Un de ces impacts, avant que je vous explique cette superbe photo créée via Photoshop, dans ces impacts, il y en a un qui s'appelle le sac à dos écologique, ou MIPS. Est-ce que ça vous parle? Normalement, non. C'est normal. MIPS, c'est matière indispensable par unité de service. C'est un indicateur environnemental qui va nous donner l'ampleur des impacts sur les ressources, sur tout le cycle de vie d'un élément. Le MIPS, on peut le calculer sur absolument tout. Là, j'ai pris une voiture et une puce électronique. Ça peut être un ordinateur, ça peut être une caméra, ça peut être tout ce qu'on veut. Est-ce que vous sauriez me dire, comme ça, de prime abord, lequel a le sac à dos le plus élevé? Le plus lourd? Ceux qui votent pour la voiture, levez la main. Voiture, ok. La puce électronique?
Ok, effectivement. En fait, le sac à dos écologique, il se présente sous la forme X pour 1. Ça, c'est une échelle, en gros. La voiture, sur une UPS, c'est 54 pour 1. La puce électronique, c'est 16 000 pour 1. Si vous voulez une image, pour créer une puce électronique d'1 gramme, il faut extraire 16 kg de terre. Pas mal quand même. Mais au final, comment on en est arrivé là? Parce que c'est bien intéressant de faire l'état des lieux, mais il y a une raison pour laquelle on en est arrivé là. Bah, la raison, elle n'est pas forcément si compliquée que ça. C'est que nos usages ont évolué. Avant, on se contentait d'appareils numériques, déjà il y en avait beaucoup moins, et on se contentait d'appareils numériques qui étaient beaucoup moins performants. Parce que les personnes qui déployaient des choses pour ces appareils avaient des solutions qui étaient optimisées, qui étaient adaptées à ces éléments-là. En 15 ans, la quantité de mémoire vive mise à disposition pour nos OS a fait x114. Le poids des pages web, simple, moyenne, en 20 ans, elle a fait x115. C'est les mêmes pages, au final. En général, c'est les mêmes fonctionnalités, mais le poids a explosé. Tout simplement parce que, au début, ce qu'on souhaitait faire, c'était mettre à disposition une solution à un besoin. Par exemple, si vous preniez une page de base de recherche d'itinéraire sur SNCF, on rentrait notre point de départ, notre point d'arrivée, on cherchait, ça nous sortait une liste très simple des différents itinéraires. Il y a encore quelques années, la page de la SNCF, c'était du flash, des choses qui clignotent, des grandes photos de partout, des vidéos qui se lancent, de la publicité. On y arrive là, au x115. Un autre exemple, plus proche de nous, Windows 11. En général, tout le monde a un avis sur Windows 11, en bien ou en mal. En octobre 2025, Microsoft arrête de fournir des mises à jour de sécurité pour Windows 10. Une fois qu'ils font ça, quand ils font ça, qu'est-ce qu'on a comme solution? Pas tellement. Soit on migre sur Windows 11, soit on paye pour continuer d'avoir des mises à jour de sécurité, soit on migre vers un autre OS. En général, migrer vers un autre OS, on oublie, hein, voilà. Payer des mises à jour pour un particulier, j'ai envie de vous dire, c'est un peu hors budget. Donc il va nous rester de migrer sur Windows 11. Sauf que Windows 11, il a besoin d'un composant, en particulier dans les ordinateurs, qui s'appelle le TPM 2.0, qui n'est pas présent sur tous les ordinateurs. Il est présent sur les ordinateurs récents, il n'est pas sur les ordinateurs plus anciens. Et Microsoft, ce qu'ils se sont dit, c'est que quand même, c'est dommage quoi, d'essayer de faire démarrer Windows 11 sur un PC qui n'a pas le composant, c'est un peu dommage quoi. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis quelque chose dans le BIOS qui va dire, tu veux démarrer Windows 11, mais ton PC est trop ancien, donc je ne démarre pas. Possible même qu'il ne s'installe pas. Ouais. Sauf que, est-ce que vous vous rendez compte de la quantité d'ordinateurs dont on parle? Si ça vient à se faire, c'est 240 millions d'ordinateurs qui deviennent obsolètes. On peut l'installer sur des machines qui sont pas faites. Pour le commun des mortels, Voilà, après, c'est comme ça. Personnellement, j'ai peu de membres de ma famille qui vont être capables. C'est 240 millions, c'est peut-être pas forcément très parlant. Si on considère que ces 240 millions d'ordinateurs portables, comme cela, on les plie, on les empile, la tour de PC que ça va faire, elle va faire 4000 km. Est-ce que vous connaissez le diamètre de la Lune?
3400 km. On prend la tour, on l'attache, on la met dans le ciel, elle est plus grosse que la Lune. Quand même dommage, hein, pour une entreprise qui, au final, a quasiment le monopole sur nos systèmes d'exploitation. Mais bon. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, les entreprises? Parce que maintenant, il va falloir qu'on agisse un petit peu quand même. Premier point serait de rationaliser déjà nos appareils numériques. Il y a énormément d'entreprises qui ne connaissent pas exactement l'étendue de leur parc informatique. Ils ne savent pas combien d'ordinateurs ils ont, ils ne savent pas combien d'ordinateurs ils ont en fonctionnement, ils ne connaissent pas le nombre d'écrans, ils ne connaissent pas le nombre d'imprimantes, etc., etc. C'est un poil inquiétant, je vous avoue quand même, mais bon. Deuxième, ce serait de mettre en place des politiques RSE. Ça, en général, elles le font plutôt bien. Reste à savoir si c'est plus politique qu'autre chose. Ça, c'est un autre sujet. Alors, me demandez pas, je suis une bille en acronyme, mais c'est quelque chose de responsable. Merci, parfait. Ah bah c'est parfait, on a deux piochés. Ouais, complètement. C'est ça. Et on va, les deux points d'après, on reviendra un petit peu plus tard sur cette notion de greenwashing, justement. J'ai un point un peu plus tard pour en parler. Perte d'éco-conception. Ça, l'éco-conception, il y a plusieurs degrés d'éco-conception. Il y en a 4. Les deux premiers, en général, c'est on reprend un service et on va l'optimiser ou on va essayer de le dégraisser un peu, ce genre de choses. Et après, il y a les niveaux 3 et 4. Je vais vous donner un exemple, c'est plus parlant. Il y a une entreprise qui souhaitait développer son marché, qui propose d'accéder à des infos météorologiques. Elle s'est dit, on va essayer de développer notre marché en Afrique, parce qu'on a très peu d'utilisateurs là-bas. Sauf qu'en Afrique, surtout loin des côtes, on n'a pas accès au réseau, on a assez peu d'équipements, Internet, très peu de gens qui l'ont, ou en tout cas c'est pas très stable. Comment on peut faire? Eux, leur solution, c'était, on a notre application, elle fonctionne avec des API, s'ils veulent l'information, ils viennent, soit ils appellent notre API, soit ils se connectent sur l'application, quoi. On l'a développé pour ça, ils font ça. Ça ne peut pas fonctionner dans ce genre de cas. Dans ce genre de contexte, ça ne fonctionne pas. Je vais vous donner le résultat final qui a été fait, et ça c'est de l'éco-conception de niveau 4. Ils se sont dit, ben, plutôt que de faire ça, quand il y a un changement de temps, on va envoyer un SMS à des numéros en particulier, à des gens centrales dans les villages, qui vont, eux, redistribuer l'information. Comment ils ont fait? En général, ils ont pris le numéro des instituteurs de village pour leur envoyer un SMS pour dire « Attention, demain, changement de temps, il va pleuvoir ». Et les instituteurs, ils faisaient travailler leurs élèves, ils prenaient leur petite craie, ils allaient à l'entrée des écoles, où il y a un grand tableau noir. Les élèves réécrivaient l'information pour que les agriculteurs qui passent devant aient directement accès à l'information. Donc on est passé d'une solution web, où il fallait un ordinateur, un accès réseau, quelque chose d'assez performant, à un simple SMS qui est envoyé à une personne en particulier. Donc la quantité d'SMS envoyés est quand même relativement restreinte, on va dire. Ça, c'est l'éco-conception niveau 4. On essaye de réfléchir autrement que sur la première idée qui, en général, est on développe un SaaS ou une API pour répondre aux besoins. La dernière, si vous vous souvenez, je vous ai parlé du benchmark Green IT. Benchmark Green IT, il se repose sur les ACV. L'ACV, c'est une analyse du cycle de vie. C'est la seule méthodologie reconnue à l'international pour le calcul des impacts du numérique.
Alors de mémoire, on peut même la pousser à autre que le numérique, mais ça c'est en dehors de mon scope de compétences. Une ACV, en général, quand je parle de ça, il y a des gens qui me disent « Ah, nous on fait un peu pareil, on fait un bilan carbone ». Si vous l'avez pensé, oui, mais non. C'est pas la même chose. Bilan carbone, il va se concentrer sur l'émission de gaz à effet de serre d'un service numérique, effectivement. Une ACV, c'est 16 facteurs d'impact. Quand je parle de facteurs d'impact, il y a les émissions de gaz à effet de serre, il y a l'impact sur l'eau, l'eutrophisation des océans, l'impact sur les ressources abiotiques, les ressources ionisantes, etc., etc. On regarde donc sur un scope qui est quand même beaucoup plus important, et on va se concentrer sur l'intégralité du cycle de vie, de sa fabrication à sa fin de vie. Là où en général, le bilan carbone se concentre sur l'utilisation, et ça provoque des petits soucis de pollution distribuée, enfin bref. Pour une ACV, ce n'est pas le cas, parce qu'on va vraiment se concentrer sur l'intégralité de la vie de l'élément. Donc c'est compliqué, parce que si on parle d'émissions de gaz à effet de serre, si vous avez un data center qui est à Francfort, ben, pour le coup, il peut être très bien, mais par contre, son mix énergétique, c'est charbon. Donc l'émission de gaz à effet de serre, pour le coup, c'est pas terrible, quoi. Alors que le même data center, en France, avec un mix énergétique nucléaire, aura très peu d'impact sur l'émission de gaz à effet de serre. Par contre, sur les ressources ionisantes, on grimpe. Maintenant qu'on a vu pour les entreprises, au final, c'est bien joli d'attendre que l'entreprise fasse quelque chose, mais est-ce que nous, on ne pourrait pas faire quelque chose d'autre? Et pas attendre que notre entreprise se décide à mettre en place des choses. Premier pas attendre le Messie. Je précise bien le Messie avec un E, hein. Il est parti en Amérique, il ne reviendra pas. Ouais. Pas attendre le Messie, c'est... Il ne faut pas attendre que quelqu'un de votre entreprise prenne le lead sur le sujet. C'est facile d'attendre que quelqu'un se décide et essaye de mettre en place des choses. Mais au final, c'est plus simple pour chacun d'entre nous de regarder chacun de son côté et de mettre en place des petites actions au quotidien que d'attendre que quelqu'un se décide à le faire à l'échelle de l'entreprise. Porter le changement, c'est la suite logique. Si vous décidez de vous lancer, vous décidez de mettre en place des initiatives, portez-la auprès de votre entreprise. En général, ils sont assez réceptifs. Si ça ne leur demande pas trop d'argent, ils ne vous diront rien. Et la dernière, c'est d'agir au quotidien. Il y a des gestes très simples qu'on peut faire. Il y en a certains, on ne s'en rend même pas compte. Par le soir, on éteint notre ordinateur. C'est un bon geste. C'est un petit geste du quotidien, mais qui fait sa part. De se dire, j'ai un écran de PC, il fait 24 pouces, peut-être qu'il est un peu petit, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de le mettre à la déchetterie pour en racheter un de 45 pouces? Peut-être pas. C'est pareil, je veux racheter un écran, est-ce que je dois obligatoirement le prendre neuf? Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut facilement se retrouver et être réutilisé? C'est des petits gestes comme ça qui, au final, vont permettre à terme de diminuer nos impacts. Ça, c'était la notion générale. Maintenant, si on rentre un peu plus précisément, est-ce qu'il y a des gens qui font partie des équipes métiers, donc des équipes fonctionnelles, chefs de projet, référents métiers ou autres dans la salle? Très bien. Alors, pour cet aspect-là, pour moi, c'est quelque chose qui est un peu plus postural que vraiment pour les équipes tech. Mais t'inquiète pas, ils prendront juste après. La première, c'est de savoir dire non. En général, c'est quelque chose qu'on essaye de faire au sein des équipes métiers. Quand les utilisateurs viennent avec un besoin, on essaye de leur dire non. Mais on connaît les utilisateurs aussi. C'est ça qui sont chiants. Certains, pardon. Certains. On va pas dire tous. Savoir dire non, ça peut permettre d'éviter, notamment déjà aux équipes tech, de se prendre la tête sur des fonctionnalités qui ne seront pas utilisées, déjà premièrement.
Mais c'est surtout pour éviter d'engraisser les solutions sur des fonctionnalités qui ne seront pas utilisées. Qui n'a jamais développé une fonctionnalité qui n'a pas été utilisée? Merci. Ça me rassure, pour le coup. Connaître son sujet. Alors, en général, tous les référents métiers connaissent leur sujet. Vous connaissez très bien l'application, vous connaissez très bien le métier. C'est d'ailleurs un gros plus pour les équipes tech, en général. Connaître son sujet, c'est plutôt dans le sens, si un utilisateur vient vous voir avec un besoin, est-ce qu'on n'aurait pas déjà quelque chose en place qui pourrait y répondre? Ça, c'est pareil. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui ne veulent pas l'entendre. On leur dit, oui, mais c'est fait ailleurs et c'est fait comme ça. Non, c'est pas ce que j'ai envie. Dans ce cas-là, peut-être qu'il serait intéressant de réfléchir à comment on peut faire évoluer les fonctionnalités existantes pour qu'elles puissent répondre à ces besoins, plutôt que de redévelopper une nouvelle fonctionnalité qui fera exactement la même chose que ce qui est déjà existant. Je suis développeur, j'aime faire des choses qui sont très belles, mais on va pas se le cacher, souvent on fait un peu de la... Hein, on essaie de faire des trucs beaux, mais par contre l'utilisable, pas trop notre problème, quoi. Hein. C'est... Et ça, à mon avis, c'est quelque chose que les équipes métiers, vous devez porter. C'est vous qui devez être garant de l'utilisabilité de l'application. C'est vous qui devez dire, la fonctionnalité, elle doit faire ça, c'est très bien, mais là, ce que tu m'as proposé, ça répond pas complètement à mon besoin. C'est trop compliqué, il y a trop de choses à faire, ou autre. La dernière, ça c'est pareil, en général, vous le faites, de challenger les utilisateurs. Ils ont un besoin, oui. Est-ce que c'est un vrai besoin? Si vous avez déjà eu affaire à des utilisateurs, combien de fois c'est déjà arrivé? Oui, ils ont un besoin, là, maintenant. Dans 3 mois, peut-être qu'ils n'auront plus ce besoin. Parce qu'ils seront passés à autre chose, parce que finalement ils se sont rendus compte que, ah bah tiens, en fait, c'est fait ailleurs dans l'application. Ça, c'est pareil, c'est important. Et si vous regardez bien, toutes ces notions-là, leur but c'est quoi? Elles ont un but principal. Exactement. Aujourd'hui, les applications, alors, il y a un terme très sympa que je trouve très représentatif, c'est devenu des obésiciels. Les logiciels, c'est comme nous. On leur donne plein de trucs à manger, on leur fournit plein de fonctionnalités. Voilà ce que ça donne. Et au final, on se retrouve avec des choses qui sont très lentes, très compliquées à utiliser, qui répondent plus aux besoins des utilisateurs. Tout simplement parce qu'on leur a trop donné. Elles font trop de choses. Les applications, à la base, elles doivent répondre à un besoin métier, à un besoin d'une équipe. À force de vouloir répondre à tout le monde, on se retrouve avec des applications qui vont faire de la compta, qui vont faire cuire la pizza et qui vont gérer la machine à café dans l'entrée. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des applications qui ne fonctionnent plus. Sans parler, bien évidemment, du coût de maintenance, du coût de développement, de la montée en compétences des équipes, etc., etc. L'équipe tech maintenant, c'est bon. Qu'au final, les équipes métiers, c'est bien beau, mais ceux qui produisent le code, c'est quand même nous, à la base. Je tiens à dire que tout ce qui était sur la slide d'avant, pour les équipes tech, c'est valable aussi. Il n'y a pas que les équipes métiers qui doivent être en frontal avec les utilisateurs et qui doivent porter ce genre de choses. Rationaliser, je pense qu'on est tous arrivés à un point où on devait développer quelque chose, où on sait que ça existe dans l'application, ou quelque chose se rapprochant, mais un peu la flemme de chercher, et puis on va redévelopper un truc depuis zéro, quoi. Hein. Ça va pas être très long, ça va me demander 2 jours, et puis c'est tout, quoi. Il y a un problème avec ça. C'est que le jour où les règles métiers elles changent, et qu'il faudra se taper les 25 endroits où c'est fait dans l'application,
bah, il va y avoir des oublis, et au final, ça peut avoir des gros problèmes par la suite. Donc on va essayer de rationaliser et de réutiliser au maximum ce qui se fait déjà, toujours pareil, dans le même sens, de dire on produit moins, on a moins à maintenir, et c'est moins chronophage, et c'est moins gourmand en ressources. Challenger, eux, ils ont challengé les utilisateurs, nous, on va challenger les métiers. Est-ce que tu as bien posé toutes les questions? Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin de ce dernier truc à la mode? Est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire maintenant? Est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire tout court, au final? Ce point-là, s'il y a des tech leads, lead dev dans la salle, ça doit vous parler. Les perfs, comment dire? Quand on a une application qui est lente, c'est quoi le premier réflexe, en général? Quand on va dire ah mais là on va impacter les perfs, je promets rien. En général, la première réponse qu'on nous donne, c'est bah, on va augmenter les capacités du serveur, on va augmenter le gabarit. C'est pas grave, ça répond aux besoins. C'est avec ce genre de discours qu'on obtient des devs un peu feignants qui font plus attention à cet aspect-là, qui au final vont mettre des appels base de données dans une boucle, qui vont il y a des sourires, ça parle à des gens. Ok, très bien. Ce qu'il faut pas qu'on oublie, c'est que il y a 20 ans, ou même, tiens, on va rentrer un peu plus loin que ça même. Il y a quelques années, on a fait un petit truc, enfin surtout les Américains, ont fait un petit truc qui a un peu marqué l'histoire, mais pas forcément énormément. C'est qu'ils ont envoyé des bonhommes quelque part et ils se sont posés sur la Lune, ils ont marché sur la Lune. Pour faire ça, ils avaient un ordinateur, relativement logique. Sauf que l'ordinateur qu'ils ont utilisé pour faire ça, il est moins performant qu'un paquet de trucs qu'on a dans la poche. C'est une performance du Game Boy. À peu près, à peu près. Aujourd'hui, si on nous demande de faire tourner nos logiciels sur ce genre de machine, bon, je pense qu'elle va exploser déjà, premièrement. Ça risque d'être le premier truc. Mais aussi parce que déjà les langages ont évolué. Maintenant, on travaille beaucoup sur des langages haut niveau. On a perdu cette notion d'optimisation, de code machine. Alors, je ne parle pas de redévelopper en assembleur, s'il vous plaît. Hein, on va s'éviter ce genre de choses. Mais on a aussi vraiment perdu ce principe-là, on l'a perdu de vue, complètement. Aujourd'hui, on fait un développement, on répond aux besoins, c'est tout, on s'en fout un peu des performances. Soit on a un tech lead qui est un peu chiant et qui va venir titiller un peu pour dire attention, mais dans la très grande majorité des cas, soit c'est pas écouté, soit tout le monde s'en fout. Limiter le bruit. Alors ça va surtout être pour les devs très créatifs. On leur fournit un besoin. Tiens, j'ai besoin de faire ça. Ils vont faire ça. Mais par contre, à côté, ils vont dire, bah tiens, regarde, on va faire ça, mais par contre, on va utiliser tel nouveau design pattern que personne n'utilise parce que c'est trop nouveau et personne n'en a entendu parler. Et puis à côté, eh ben, on va faire ça qui va nous faire une nouvelle fonctionnalité à côté, mais tu verras, ça va être trop bien, etc. Voilà, avec le premier point. On rationalise. On a un besoin, on répond au besoin. On évite hein, le petit packaging à côté. Le but de tout ça, c'est pareil. C'est un peu comme tout à l'heure. C'est notre application. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui soit simple et performant. Plus on va rajouter de trucs dedans, plus on va avoir besoin d'augmenter les gabarits de serveur, plus ça va être compliqué pour nos utilisateurs. Et plus c'est compliqué pour les utilisateurs, plus ils sont pénibles avec nous. Parce qu'ils ne comprennent pas, ou ça ne marche pas. Parce qu'on ne va pas se le cacher. Hein. Des fois, on code un peu avec les pieds. Hein.
Et le dernier, on parlait de greenwashing tout à l'heure. Il faut qu'on apprenne, en tant que professionnel du numérique, à reconnaître un petit peu le bullshit marketing. Quand les gens viennent nous voir en nous proposant des solutions miracles pour réduire notre empreinte, etc., quand le cloud vous dit ah, on est vertueux, on est à 0% d'émissions carbone. Aïe. Aïe. Déjà, je ne sais pas trop comment ils font pour le savoir. Tout à l'heure, on parlait d'ACV. Pour réaliser une ACV, il faut qu'on ait une image la plus réaliste possible du parc informatique d'une société ou d'un service qui est nécessaire pour un service numérique. Aujourd'hui, les GAFAM, ils ne peuvent pas nous fournir ça. Vous savez pourquoi? En général, quand on va dans le cloud, ils nous proposent un SLA fantastique, il n'y aura jamais de downtime. Vous inquiétez pas, ce sera toujours accessible. Pour faire ça, en général, un des premiers trucs, il y a de la redondance. Aujourd'hui, quand vous louez un espace sur un fournisseur du cloud, c'est impossible de savoir le nombre de serveurs qui sont impactés derrière. Même eux, ils ne le savent pas. Parce que c'est des process automatiques qui sont gérés pour directement gérer ce SLA. Donc quand on me dit on est 0% d'émissions carbone, aïe, 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 aïe. Puis déjà, quand on me dit ça et que c'est un data center à Francfort qui est alimenté par des centrales à charbon, pouf, voilà, c'est ça. On parlait du bilan carbone tout à l'heure avec la pollution, on y est aussi. Il y a un autre exemple que j'ai trouvé en faisant la présentation, sur le coup qui m'a fait beaucoup rire, et un peu moins après quand j'y réfléchis. Je crois que c'est Microsoft qui a lancé des data centers immergés. Ils appellent ça le projet Nautilus. Donc ils prennent, ils mettent ça dans une grande cuve, ils immergent ça dans l'océan. Super, on a moins besoin d'emmener de l'eau pour refroidir les serveurs, etc. D'accord. Le haut data center produit de la chaleur. La chaleur, elle va sortir de ce grand tube. Parce que sinon, pareil d'explosion de serveurs tout à l'heure, là ça va être pas mal quoi. La chaleur va sortir, elle va aller où? Dans l'eau de l'océan. Si elle va dans l'eau de l'océan, ça va augmenter la chaleur de l'eau. Je ne sais pas s'il y en a qui font un petit peu d'élevage de poissons, des choses comme ça. Les poissons, c'est très 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 sensible aux variations thermiques. Si on augmente la température de l'eau autour de ces fameux data centers, l'impact sur la biodiversité, là on va en cramer des coraux, des poissons, là ça va y aller. Mais qui dit eau plus chaude, ça dit aussi les algues qui prolifèrent. Qui dit plus d'algues, dit moins d'oxygène dans l'eau. Moins d'oxygène dans l'eau, moins de poissons, moins d'animaux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est important quand il y a une nouveauté qui sort, qui est labellisée Green IT ou ce genre de choses. En général, je ne dis pas que c'est 100% du temps, mais en règle générale, c'est quand même un peu du bullshit. Et si on y réfléchit un petit peu, c'est pas si vertueux que ça. Un petit mot pour la fin? C'est assez parlant. Le numérique aujourd'hui, on est complètement parti à la dérive. Là, on voyait avec l'empreinte qui explose du numérique. Aujourd'hui, on a perdu le contrôle complet. C'est open bar, tout le monde fait ce qu'il veut, et on part sur le principe qu'il y en aura tout le temps, peu importe ce qu'on fait, il suffit d'augmenter la taille, les gabarits de serveur, et ça va passer. On est tous des professionnels du numérique, c'est notre responsabilité à nous de mettre un frein à tout ça. C'est à nous de reprendre en main la situation et de dire à nos utilisateurs, attends,
Peut-être qu'on va regarder ce qui se fait déjà, aussi de se dire, ben, ce serait peut-être bien qu'on revoie un peu les performances de telle ou telle fonctionnalité. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, mais tout à l'heure, on parlait de porter le changement et de faire des petits gestes du quotidien. Ça, c'est une première chose. En tant que développeur, vous tombez sur une portion de code qui n'est pas optimisée, prenez le temps. 1 heure, 2 heures, retravaillez-la. C'est des petits gains de performance qui vont finir, au fur et à mesure, par rapporter ce genre de vision. Et j'insiste, la vision, performance et enfin, utilisabilité de l'application, elle est portée par tous les membres de l'équipe. Pas que par les référents métiers, pas que par les devs, pas que par les recetteurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de global et il faut que ce soit l'équipe qui prenne ça en main. C'est fini pour moi. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. S'il n'y a pas de questions, vas-y. Je le prends juste comme ça, c'est bon? Ouais, c'est suffisant. Ok. Au tout début de ta présentation, tu as parlé de développement durable et ça m'a fait un peu tiquer parce que je me suis dit, tout le processus en fait Green IT qui vise quelque part à une certaine sobriété numérique, elle peut pas se faire en fait avec des objectifs de croissance toujours croissants justement. À un moment donné, tu as une slide où tu as le toujours plus. Le toujours plus, il est aussi lié au fait qu'on est dans des économies de croissance. Et les économies de croissance appliquées au numérique, c'est les obésiciels, exactement ce que tu as défendu. Exactement. Donc je trouvais que le côté développement durable, c'est un peu un faux ami parce que justement, ça fait croire en fait qu'on peut toujours développer et qu'il y aura toujours possibilité d'avoir encore plus d'ordinateurs, plus de data centers, etc. En fait, le numérique responsable, c'est surtout qu'il a pris exemple sur le développement durable pour fixer ces 3 piliers. Ah ok. Ces 3 piliers. Après, je pense qu'il s'en est éloigné. Il s'en est complètement éloigné. D'accord, hein, parce que ouais. En les fait, tenants du développement durable dans l'économie standard, c'est la croissance verte, etc. Enfin, c'est ça. Des choses qui ne sont pas vraiment faisables. Aujourd'hui, sur des initiatives de numérique responsable, on est plutôt sur la tendance inverse. On va beaucoup pousser à la sobriété numérique ouais, c'est ça. que vraiment à la croissance. Donc au contraire, ça va être plutôt de dire nos applications, elles font trop de choses. Ouais. Il faut tailler dans le gras. Tout ce qui n'est pas utilisé, ça dégage. C'est l'exemple de l'Afrique, enfin, les Oui, FMS, etc. exactement. Ça, c'est tous les trucs de low-tech, etc. Exactement. Vraiment à les dégraisser et Exactement. repenser les services numériques autrement. Exactement. C'est l'éco-conception niveau 3 et 4. C'est vraiment repenser les services pour... Première question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas se passer du numérique? C'est vraiment, dans une éco-conception de haut niveau, c'est vraiment la première question et c'est vraiment la ligne directrice qu'on essaie de suivre. C'est, on a ce besoin. La première solution qui émerge, c'est, comme je disais, faire une web app, faire une API, faire machin. Ok, il y a ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose qui n'implique pas le numérique? Et aujourd'hui, envoyer un SMS sur une techno 2G, ça coûte que dalle en termes d'impact. Bon, la 2G va disparaître, donc voilà, c'est encore un autre sujet, mais je te rejoins sur le principe que développement durable, sur cet aspect de croissance, etc., c'est vraiment pas un des objectifs principaux du numérique responsable. Au contraire. Je pense aussi, tu as parlé du coup dans les équipes, tu avais les équipes projets, donc plutôt on va dire les équipes techniques, les équipes métiers qui sont plutôt les équipes fonctionnelles proches du besoin. Et je trouvais qu'il manquait aussi un petit peu le côté les équipes design en fait, qui peuvent être là justement pour accompagner cette transformation. Vu que ça va toucher à l'expérience utilisateur, enfin moi en tant que je suis X-designer en fait de métier, donc je me pose vraiment cette question-là, c'est que les parties prenantes, les gens qui vont mettre le pognon pour créer les logiciels, eux ils veulent des trucs jolis, ils veulent des trucs avec une UX avec de la vidéo derrière les pages, enfin je sais pas. Et tout ça, ça doit être accompagné, ça doit être, comment dire, traité par les équipes design pour convaincre les parties prenantes que maintenant il faut passer à autre chose, quoi. Que c'est plus actuel quelque part. En fait, moi, les équipes design, je les incluais vraiment dans la partie projet. Voilà, okay. Du coup, plutôt de côté tech ouais. que... okay. En fait, pour moi, quand je parle d'équipe projet, c'est vraiment l'équipe
au sens large du terme. Ceux qui font le logiciel. Qui Les participent, producteurs du logiciel. voilà, exactement, qui participent à la production du logiciel. Donc il va y avoir les développeurs, il va y avoir les UX designers, les UI designers, les architectes, les DBA, etc., Ok, ok. les DevOps, voilà, tout ce qui tourne autour. Et tout ce qui va vraiment entrer dans l'aspect production Ouais. de la solution. Ouais, je vois. Mais sinon, oui, effectivement, c'est intéressant aussi que ce soit porté par ces équipes-là. Ouais. Vous êtes en première ligne pour porter ce genre de changement, de dire on minimise au maximum le nombre de fonctionnalités, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire au plus simple. Mais dans les cursus de design, moi j'ai fait des études de design il n'y a pas très longtemps. Maintenant, c'est complètement intégré. Enfin, Ouais. pas mal de sensibilisation là-dessus. C'est bien. Ouais. C'est Comme quoi, c'est en train de changer quand même, mais bon. Il y a des choses qui sont en train de changer, effectivement. Je vais peut-être monopoliser le micro. Je sais pas si je l'ai pas mis en mute d'ailleurs. Non, c'est bon. Si vous n'avez pas d'autres questions là maintenant, je serai juste derrière après. On peut discuter, il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous parler d'une toute dernière responsabilité. Déjà, ce serait de remercier Guild pour la soirée, premièrement. Merci, c'était très sympa. Et la deuxième, c'est que on a un beau buffet qui nous attend. Ce serait dommage de le laisser non touché et de laisser quelque chose déjà de base. Donc je vous propose qu'on se porte tous volontaires pour y aller. Et puis on va se faire un petit plaisir gustatif pour changer. Merci à tous. Et puis bonne soirée. Juste rajouter un petit mot. Hop là, voilà. On m'a chargé de faire une intro. Carrément. J'ai fait un intro, du coup, je suis obligé de finir. Encore une fois, merci Florian, c'était un sujet super intéressant. Et la personne n'avait pas vu ton diapo. Autant dire que elle en avait déjà entendu parler. C'est ça. On peut l'applaudir à nouveau. La promesse est dans le nom de l'événement. Après le tech vient le meilleur vin. Aujourd'hui, c'est Emine de Vino Dilectio qui vous propose de déguster 3 références de vin. Il y a également d'autres boissons si vous le souhaitez et de quoi grignoter pendant qu'on échange. Merci à tous et bonne soirée. Après, pour